Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Daf Lamed Dalet Amud Aleph 34a. Il nous reste encore 3 lignes de 33b. Dans la Mishnah, il y avait écrit que pour le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de chauffer des tuiles avec du feu. Et la Gemara s'étonne et demande, Maïkavid, quel travail interdit cette personne? Elle est en train de transgresser le jour de Yom Tov pour qu'on lui interdise de chauffer ces tuiles avec du feu. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chana, il a dit le nom de Rabbi Yochanan que Hacha ici, Birafim Chadashim Askin, on parle des tuiles qui sont neuves. Nous et alors? Eh bien, le problème il est Miptechet Tsarech le Bodkan, parce qu'il a besoin, c'est nécessaire qu'il va tester ces tuiles. Pourquoi il a besoin de tester ces tuiles? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons Rashi en haut à droite de 34 à la Medalet Amudalev, Chet Tsarech le Bodkan, il a besoin de les tester. Im Yuchlu le Kabel Liboun, est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir le Liboun? Liboun, c'est quand on blanchit. Donc, que ça soit une pierre, en l'occurrence ici, cette tuile-là, recevoir une température qui est extrêmement élevée, est-ce qu'il va réussir à la supporter? On ne sait pas encore, c'est la première fois qu'on est en train d'utiliser cette tuile-là, elle est neuve, on ne sait pas si elle va pouvoir supporter une si grande température. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que Yom Tov, le jour de Yom Tov, non, c'est interdit de chauffer cette tuile. Dilma, parce que peut-être la tuile va se fêler, il va s'avérer de Tarach le Tzor, qu'il a fait des efforts le jour de Yom Tov, alors que ce n'était pas nécessaire. C'était inutile ce qu'il a fait. Ve'amrela, il y en a qui disent que la raison qui a été dit, pourquoi c'est interdit d'utiliser ces tuiles-là qui sont neuves, les chasman, non pas les batkan pour les tester, est-ce qu'ils vont tenir à cette chaleur-là, mais parce que c'est nécessaire de les durcir. Rashi, ve'amrela, il y en a qui disent les chasman, il faut les durcir. Les hakshotam, langage de cacher, les rendre durs. Beheseg rishon, avec la première fois qu'on va utiliser donc du feu, on va sur cette tuile-là. Par cela, mitraskin, il se renforce, mitkashin devient plus dur. Hilkar, c'est pour cela. Falgav de letzor Yom Tov Nami, ou bien que c'est aussi pour la nécessité de Yom Tov qui veut réchauffer cette tuile-là pour griller quelque chose dessus. D'Atsolimalem, parce qu'on va griller sur cette tuile-là. Miou, cependant, Kevan de Behesek, c'est vu qu'à travers cette chaleur-là, quand il va allumer ça, Nasekli, c'est à ce moment-là que cette tuile-là va devenir un ustensile, parce que la finition de cette tuile-là, c'est lorsqu'on va la passer au feu. Et bien, c'est la raison pour laquelle que Assour, c'est interdit. Bien. Maintenant, la Gemara va nous ramener une Mishnah. On verra dans la suite comment cette Mishnah est liée avec ce qu'on vient de dire. Tnan Hatam. On a enseigné là-bas, donc c'est une Mishnah qui se trouve dans le traité Choulin, qui nous dit Drasa. Si quelqu'un a piétiné un oiseau, Rashi, Tnan Hatam, on a enseigné là-bas de son Be'elu Trefot, donc dans un certain chapitre du traité Choulin, que si quelqu'un a piétiné un oiseau, Shetraf Abakotel, bien qu'il a cogné l'oiseau contre un mur, Rashi, Drasa Bakotel, Adam, un être humain, chez Daras qui a piétiné à la off sur l'oiseau, chez Zrako qui l'a jeté vers Chabato Bakotel, il a donné un coup comme ça dans le mur, il a reçu un coup dans le mur, l'oiseau, en le fait que la personne l'a jeté là-bas sur le mur. Oshiri Tsata Beheima, ou bien qu'un animal a écrasé l'oiseau. Ou me fakeset, et que l'oiseau, il est encore en train de tressailler, il est encore en train de bouger. Donc il est encore en vie, il n'est pas mort suite à cela, mais il n'est pas capable de se lever, comme Rashi nous dit, qu'un animal l'a écrasé, mais l'oiseau, il est encore il est encore en train de tressailler, il est encore en train de bouger. Mais l'oiseau ne peut pas se lever, mais il est encore en vie. Eh bien, si si elle est restée en vie pendant 24 heures, ou shrata, et ensuite après il a égorgé, kshera, il est apte à être consommé, cet oiseau, on peut le consommer. Rashi veshata me'etlet, yom echad shalem, donc un jour entier, 24 heures, veshachat après la shrita, kshera, l'oiseau il est kasher. La Gemara précise cette règle en nous disant que Amar Rabbi Elazar bar Yana, Mishum Rabbi Elazar ben Antignos, il a dit que tzricha bdika, attention, il a quand même besoin d'être vérifié après l'abattage pour être sûr qu'il n'a pas eu des choses qui se sont cassées à l'intérieur, comme Rashi nous explique. D'abord, Rashi nous dit Harigarsina, ainsi la version, que Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yana bar Yana, Mishum Rabbi Elazar, ben Antignos, que tzricha bdika, il y a besoin d'examiner cet oiseau. Rashi nous explique. Même si elle est restée pendant 24 heures en vie, cet oiseau-là qui a reçu un coup, il est resté 24 heures en vie. Elle a quand même besoin d'être examinée après l'abattage. Pourquoi? Shema, parce que peut-être Nishtabru Rov Tzalotea, peut-être la majorité des côtes se sont cassées de l'oiseau. Ou Nishbera Shidra, ou bien que ce qu'on appelle la colonne vertébrale, c'est cassé. Venir Sakachutchela, et le fil donc, de la colonne vertébrale s'est coupé. Ou bien qu'il a une autre sorte donc, de tréfote, donc il rend
pas cachère, taref, c'est quand un oiseau, il a été toref, on a été toref l'oiseau, il a été tarof toraf, il a été dévoré, il a été reçu un coup. Enfin, dévoré pas dans le sens qu'il a été mangé, peut-être il a été mordu, il a été pris par un animal. Donc il a eu treifa, mais le mot treifa dans le sens halachique, ici c'est un animal, un oiseau en l'occurrence, qui va mourir dans les 12 prochains mois parce qu'il a une maladie intérieure, qu'on ne peut pas voir de manière extérieure. Et ce qu'on est en train de nous expliquer ici, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il a attendu pendant 24 heures. Ok, très bien. S'il a attendu 24 heures, on sait qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle risuke varim, que les membres ont été écrasés. Ça, c'est réglé. Sur ce point-là, on n'a pas de problème. On sait que les membres n'ont pas été écrasés. C'est la raison pour laquelle il a pu vivre encore 24 heures, parce que les sages savent que si l'oiseau avait eu des coups, donc de manière que Risuke Varim, que les membres seraient cassés, il n'aurait pas tenu 24 heures. S'il a tenu 24 heures, ça, il n'a pas. Mais c'est justement ce que Rabbi Elazar, Bar Yana, au nom de Rabbi Elazar, Menotignos nous dit qu'il faut faire encore une autre chose. Il faut quand même être bodek, il faut quand même vérifier d'autres choses. C'est ce que Rachid est en train de nous expliquer ici. Qu'il faut vérifier, parce que peut-être donc, il y a les côtes qui sont cassées, ou bien la colonne vertébrale, ou une des autres sortes de tréfotes. Alors, chez il y a quand même besoin qu'on va attendre 24 heures. Chez Ya, l'attente de me'et le'et. 24 heures. Hitzer, ça c'est nécessaire. Pourquoi? De iloshata, parce que si on n'a pas attendu 24 heures, afal baka, même s'il a vérifié après avoir fait la shrita, il n'a pas trouvé de signes qui rendent l'animal taref, donc non cachère, quand même tréfa, quand même ça sera interdit. Pourquoi? Chez Zoï Achat Mishwanes Trefot, parce que ça fait partie des 18 Trefot, 18 choses donc, qui rendent l'animal pas cachère, qui s'appelle Risuke Evarim, qui s'appelle, donc, lorsque les membres ils sont écrasés, chez Evaré Amid Parim Kulam, que les membres se détachent totalement, même s'il n'y a pas de signe qu'on peut voir après la shrita. Donc d'où on sait s'il n'y a pas eu Risuke Varim, qu'il n'y a pas eu donc les membres qui sont cassés. Voici le signe. Si l'animal est passé 24 heures, l'oiseau il est resté encore en vie. Mais il y a doua. On sait chez l'Onitasco et Varea que ces membres ne se sont pas écrasés. Des Kimlo les Rabbanan, car les Rabbanan tiennent, savent, ont reçu, Misinaï, depuis le mont Sinaï, des Risuke Varim, que s'il y a des membres qui sont cassés, donc qui sont décollés, qui sont mitparkim qu'on a dit avant, eh bien, si c'était le cas, l'animal n'aurait pas pu vivre 24 heures. Mais les autres sortes de terefa, elles peuvent rester encore en vie pendant 12 mois. Donc cela, en effet, il faut les vérifier après avoir fait la shrita. Ok, ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne dans le traité Choulin. Pourquoi on nous ramène ça ici? Parce qu'il y a une question sur ça, et la réponse à cette question-là, on va essayer de la répondre basée sur l'enseignement qu'on a dit au début du cours aujourd'hui. Béamine Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera, Maou le Sharta Yom Tov, cet oiseau-là, est-ce qu'on a le droit de l'égorger pendant Yom Tov? Il a survécu 24 heures. Rashi explique la question. Maou le Sharta Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita de cet oiseau-là qui a reçu un coup? Est-ce qu'on doit lui faire la shrita pendant Yom Tov? Mi Chayshinan, est-ce qu'on craint que il vu que cet animal a besoin d'être examiné, on dit c'est un oiseau spécial, je dis un animal, pardon, c'est un oiseau. Cet oiseau-là, il a besoin d'être examiné, et donc, il y a ici un problème qui est né, qui est arrivé à cet animal, parce que cet oiseau-là, on dit, il y a besoin de faire une bdika. Si on dit il y a besoin de faire une bdika, c'est-à-dire que cet oiseau-là, il est plus problématique que les autres oiseaux. Donc, est-ce qu'il a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov? Et Rabbi Yirmiyah, il explique sa question, il dit comme ça. Est-ce qu'on va supposer qu'il existe un problème de craindre la transgression d'un interdit pendant Yom Tov ou pas? Comme Rashi nous explique la question de Rabbi Yirmiyah, est-ce qu'on dit qu'il y a un problème dans elle, on présume qu'il y a un problème dans elle, dans cet oiseau, dans lui, et donc on craint que peut-être la personne, elle va faire un travail pendant Yom Tov, qui est interdit de faire. C'est vrai qu'on a le droit de faire la shrita, d'abattre un animal rituellement le jour de Yom Tov, mais c'est lorsque tu sais que l'animal, en général, les animaux sont en bonne santé, donc tu fais la shrita. Ok, si après, ça arrivé que tu as su qu'il n'était pas caché à cet animal parce qu'il avait une trèfle à l'intérieur, lorsque tu as ouvert, tu as vu qu'il avait une maladie qui faisait qu'il allait mourir dans les 12 mois à venir. Ok, tu as fait ce qu'il fallait pendant Yom Tov, tu n'es pas roi Hakod et je ne sais pas ce qui va se passer dans l'animal, mais quand tu as un animal de base, que tu te dis, sûrement il est problématique. Celui-là, on insiste sur cet oiseau-là qui a reçu des coups, on dit, ok, il est resté 24 heures, tu peux le faire la shrita, mais il faut faire une budika, il faut faire un examen après. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov? Et peut-être il va s'avérer qu'il a fait un travail donc, qui est interdit pendant Yom Tov, parce que Dilma Mishtaka Treifa, parce que peut-être il va s'avérer que cet animal,
n'est pas caché. Venim, ça choque, ta chaleur donc il avait une shrita qui n'est pas nécessaire. Bish, Ramasha Behemot, ça va bien les autres animaux. Ah, falgav, bien que de Mechamerin Ananafshin, qu'on est Machmir sur l'âme, sur nous-mêmes, sur notre âme, ou Badkinan, et on fait un examen. Mais ou, cependant, bien qu'on fait un examen sur les autres animaux, mais Samchin Anaruba, on compte, on s'appuie sur la majorité des animaux. Verov Behemot, la majorité des animaux, et ils ne sont pas à taref, ils n'ont pas de problème de santé. Donc c'est la raison pour laquelle on se permet de faire la shrita d'autres animaux pendant Yom Tov, bien qu'après on va faire la bdika, on va les examiner. Mais, ici, maï, ici, quelle est la loi? Est-ce qu'ici on peut dire, cet animal, il a reçu un gros coup, on va aller faire la shrita, après on va vérifier, après on sait qu'il n'y a pas riz ou kevari, mais peut-être il y a d'autres choses, peut-être les côtes ils sont cassées, peut-être il y a la colonne vertébrale qui est cassée. Ça on le verra après, maintenant on va faire la shrita, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Yom Tov ou pas Rashi be Yom Tov que l'omar, c'est-à-dire Mishum Chomer Mlacha be Yom Tov, à cause, parce que il y a Chomer Mlacha, la gravité de faire un travail pendant Yom Tov. Ça c'est la question de Rabbi Irmia à Rabbi Zera, cet oiseau-là qui a reçu un gros coup et qu'on nous dit qu'après il est resté 24 heures, mais quand même après la shrita on devrait faire une bdika, un examen. Est-ce qu'on a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov? Est-ce qu'on dit c'est comme tous les animaux, ou bien on dit celui-là il est problématique, il vaut mieux, il faut l'éviter pendant Yom Tov, tu risques de transgresser un travail pendant Yom Tov. Réponse de Rabbi Zera à Rabbi Irmia. Amarle lui a dit, Tanina, il a dit on a enseigné. On a enseigné où? Dans la Mishnah du traité Beitza. On a enseigné quoi? On n'a pas le droit de chauffer les tuiles pour griller, pour retirer de la nourriture sur les tuiles. Ve'avinanba. Et on a demandé à ce propos, Kavid. On a demandé c'est quoi le problème? Pourquoi il n'a pas le droit de réchauffer une tuile pour cuire quelque chose dessus? Pendant Yom Tov, on a le droit de cuire la nourriture. Et la réponse a été donnée par Rabba Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, qu'on l'a étudié aujourd'hui au début du cours, que ici on parle des tuiles qui sont neuves, et il faut les tester, est-ce qu'ils peuvent supporter cette chaleur-là ou pas, cette température. C'est la raison pour laquelle on a pas le droit de faire Yom Tov. Tu ne peux pas commencer à faire un essai de quelque chose pendant Yom Tov. Donc il dit, c'est la même chose aussi ici. De la même manière que tu dis, on va pas commencer avec cette tuile-là pendant Yom Tov. Ils risquent de se fêler, ils vont sauter. Ils vont pas pouvoir supporter la chaleur. On te dit, non, tu fais pas ça pendant Yom Tov. La même chose aussi, cet oiseau-là, tu sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec lui. Tu risques d'avoir un oiseau qui est pas cachère. Ne touche pas à cet oiseau. Donc, a priori, la réponse, elle est là, elle est claire. Rashi, parce qu'il faut les examiner. Donc, on craint, Dilma Pake. On craint que peut-être la tuile va se fêler. Donc, on voit Merzakin, Anreuta, que on présume donc un problème dans la tuile, donc la même chose aussi dans l'animal, dans cet oiseau. Mishum Chom et Yom Tov. Donc, comme Yom Tov c'est très strict, chez l'ol on dit écoute, tu vas pas les blanchir, donc tu vas pas les blanchir, c'est sans idéal, donc tu vas pas les chauffer très fort le jour du Yom Tov. La même chose aussi, cet animal-là, il risque d'être problématique, ne le touche pas pendant Yom Tov, tu ne peux pas faire la shrita de cet oiseau-là pendant Yom Tov. Alors, ça, c'est la réponse de Rabbi Zeira à Rabbi Irmia. Il dit, voilà, tu as la réponse. Alors, à Marley, Rabbi Irmia, il dit à Rabbi Zeira, non, Anna, nous, la raison qu'on enseigne, vous vous rappelez, au début de la Gemara, on a vu deux explications dans les paroles de Rabbi Chana au nom de Rabbi Yochanan. La première, c'était chez Tzarech le Botkan, parce qu'en effet, il faut examiner les tuiles, les tester. Est-ce qu'ils peuvent supporter cette chaleur-là? Mais il y avait une deuxième version. La deuxième version était, d'autres disent que quoi? Le chasman, parce que il faut les durcir. Et Rabbi Irmia et Rabbi Zera, nous, la raison qu'on donne à cette Mishnah, pourquoi on ne peut pas chauffer ces tuiles-là pendant Yom Tov, on ne dit pas le battre parce qu'il faut les examiner, on dit pas le chasman, parce qu'il faut durcir les tuiles. Donc il s'agit de quelque chose qui est tout à fait, tout simplement effectif, tu es en train de faire un kéli, tu es en train de faire un ustensile de cette tuile-là, c'est la raison pour que c'est interdit. Mais en ce qui concerne cet oiseau-là, on n'aurait pas de réponse. On ne craint pas que peut-être ça va se fêler. Nous, on est sûr qu'à travers ça, il est en train de faire un kéli, un ustensile. Mana, c'est un ustensile, il est en train de faire un ustensile avec ce hesek. Maintenant, quand il est en train d'allumer ce hesek, il est en train d'allumer ce feu-là, c'est ça qui fait que la tuile va être une tuile. C'est la raison pour laquelle que c'est interdit. Donc, il n'y a pas eu la réponse sur cette question-là, donc la question de Rabbi Irmia, Rabbi Zeira. Est-ce qu'on peut faire la shrita de cet oiseau ou pas? Non, la Gemara va discuter donc plusieurs halachot donc qui sont liés donc avec les lois de Yom Tov, liées aussi donc aux tuiles.
Tanya, on enseigne dans une braïta. Echad bevi ta'ur. Si un homme apporte le feu, ve'echad bevi ta'etzim, et un il apporte le bois, ve'echad shofet takdera, et un autre il place une marmite, ve'echad bevi ta'maim, un autre il apporte de l'eau, il le verse dans la marmite, ve'echad noten betorot valin, un autre il a mis des épices, ve'echad megis, un autre il remue. Évidemment, on parle que ça a été fait donc pendant Shabbat. Eh bien, tous ces gens-là, donc ils ont fait ça. Eh bien, kulam chayavin, ils sont tous coupables d'avoir commis une transgression le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, il a fait une avera. Rashi nous explique. Shofet et Agdera. Donc, c'est qui le Shofet et Agdera? C'est celui donc, qui moshiva, la place, rekanit vide à la haut sur le feu. Megis, c'est qui? C'est Menaer Bekar, celui qui remue avec la louche chez Corinne, qu'on appelle en français Kumbira, quelque chose comme ça. Eh bien, Kulam Chayavin, tous ceux qui ont été cités dans la Braïta, ils sont tous passifs d'avoir transgressé le Shabbat. Mais Vietao, celui qui a amené le feu, Chayav le Chayav, pourquoi? Parce que Mishum Mavir, parce qu'il a allumé. Qu'est-ce qu'il a allumé? Et Gachalet, il a allumé la braise, des Shehu Molicha, parce que quand il est en train de l'apporter, Imitlabna, il est en train de blanchir, c'est-à-dire en train de s'allumer, mais Ruach Alichato, avec le vent dû au déplacement. Après, on m'évite à être celui qui amène le bois, le our dans le feu, lui aussi, il est Chayav, il est passif de quoi? Mishum Mavir, parce qu'il a allumé. Après, Shofet Gdera, celui qui a mis la marmite, après, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis une marmite qui était vide. Alors, Rachid nous dit, lui, il est quand même un faresh mayavid. Un peu plus loin, dans quelques lignes, on va voir qu'est-ce que lui, il a fait. Après, le Notenbaim, celui qui a mis de l'eau dans la marmite. Vetavlin, celui qui a mis l'épice dans la marmite. Umegi, c'est celui qui a remué la marmite. Tout cela, Mishom Vachel, parce que ils ont cuit, parce qu'il a remis le contenu d'une marmite, ça active la cuisson. Mishum Vachel, Af Mlacha, parce que ça aussi, donc ça fait partie de Av Mlacha, donc des 39 Av Mlacha, donc il y a aussi bien Mavir, il y a aussi bien Mevachel, ça fait partie donc des Avot Mlacha, donc des principes, travaux interdits le jour de Shabbat. Ok, cette braïta donc elle est claire, chacun il a fait un travail. La Gemara demande à Tanya, pourtant c'est dans une autre braïta qui dit Achan Chayav, que le dernier qui est coupable, vu Kulam et tous les autres, Tourin, ils sont exemptés. A priori ça contredit. La Gemara répond non, le cache, c'est pas une difficulté. Ah, Daiti Omeka, dans la première braïta qu'on a vue, qu'ils sont tous coupables d'avoir transgressé le Shabbat, c'est parce que d'abord le feu, il a été apporté en premier. Donc le feu, il a été apporté en premier, donc chaque personne qui est arrivée après, il a accompli une mlacha, comme on vient d'expliquer dans Rashi. Rashi, Daiti Omekara. Quand on amenait de feu au début, Koulou, tous, Avdemas, ils ont fait une interdiction, que les friches, qu'on vient d'expliquer. Et l'autre braïta qui nous a dit uniquement le dernier, il est passif. De quoi on parle? A été our le bassof, que ils ont tout amené, le dernier juste il a amené le feu. Il y a quelqu'un qui a amené le bois, il y a quelqu'un qui a amené la marmite, l'autre il a amené l'eau, l'autre il a amené l'épice, l'autre il a remué. Tout est bien, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'interdiction. Et après le dernier il amène le feu, celui qui a amené le feu, c'est lui qui est chayav. C'est maintenant à ce moment-là qu'il y a le mavir, le mevachel, qu'à ce moment-là donc il est en train d'allumer, en train de faire cuire, c'est seulement le dernier, Rachid Aïtir le bassof, qui a amené le feu à la fin. Iou de Avad, c'est lui qui a fait, Vehanach lo de midi, mais les autres, ils ont rien fait. Maintenant, la Gemara demande sur la braïta qu'on a appris, que Rashi nous a prévenu, il nous a expliqué donc tout ce que chacun a transgressé, mais on avait celui qui était Shofet et Takdera, celui qui a mis la marmite vide sur le feu. Qu'est-ce que lui il a fait? La Gemara demande, Bishlama Kul, on comprend bien tous. Donc, Kav de Maïs, ils ont fait un acte qui correspond à une mlacha, c'est pour ça qu'ils ont transgressé, qu'ils sont passibles. Et la Shofet et Takdera, celui qui place une marmite sur le feu, Maï Kavid, quel mlacha, quel travail il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste placé une marmite? Mara répond, là on voit le lien avec ce qu'on a appris avant avec les tuiles qui sont nouvelles. Mara Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, ici, Bigdera Chadasha Skinan, ici on parle d'une marmite qui est neuve. Umishum Libudrea Fimnaguba, et pour la raison même qu'ils ont interdit de chauffer des tuiles, c'est pour ça qu'ils ont interdit aussi cette marmite. De la même manière que quand on chauffe une tuile qui est neuve, parce qu'on a la durcir, on en fait un clé, un ustensile. De la même manière aussi, cette marmite qui est neuve, lorsque tu vas la mettre sur le feu, parce que là ça va la durcir, elle va devenir un ustensile. Rashi, Big De Chadashas, qui on parle d'une nouvelle marmite. Chez Notimota Rekanita que par principe, on la met vide sur le feu, le chasma, pour la durcir. Ou Mishum Libun Reafim Naguba. Littéralement, ils ont touché à ça, ils ont interdit cela pendant Yom Tov, à cause, dans le même interdit, donc de chauffer une tuile, Mishum Har Zeragufa, justement, pour ce décret-là, chez Asur et Laben Gafn, ils ont interdit de blanchir, de chauffer des tuiles Nagugam Bezo, ils ont interdit, celle-ci aussi, donc de mettre la marmite sur le feu. Maintenant, la Gemara va nous ramener une braïta, donc qui est liée aussi avec ce qu'on a appris. Tanoura, banan de sage ancienne dans une braïta, Tano vekiraim chadashim, un four et un double fourneau qui sont neufs.
Ils sont traités comme tous les ustensiles qu'on a le droit de déplacer dans une cour, bien qu'on aurait pu penser qu'ils sont mouktsé, mais on a le droit de les utiliser pour mettre des choses à l'intérieur et dessus. C'est la raison pour laquelle on a le droit de les prendre pendant Shabbat. Évidemment, tant qu'on est dans la cour, on n'a pas le droit de porter à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une talim bechatzer dans la cour, Rashi. Donc, Khadashim, quand ils sont nouveaux, donc Rashi nous dit donc un four et un four donc, qui est nouveau. Et Rashi nous dit, Kol Shekan Yishalim, à plus forte raison s'ils sont anciens, rien que Chol HaKelim, c'est discuté pourquoi Rashi dit à plus forte raison, mais on va continuer, rien que Chol HaKelim Anitalim, ils sont comme tous les ustensiles, donc ils sont pris Béchabat, Banchabat, Bechatzab dans la cour, bien que tu ne veux pas chauffer quelque chose dans ce four et ce double four le jour de Shabbat, mais de Chazul Metav Gavayomid, tu peux mettre à l'intérieur quelque chose. C'est la raison pour laquelle que tu peux les déplacer. Aval, mais la Braïta continue à nous dire, on n'a pas le droit de les enduire avec de l'huile pour les rendre lisses et pour les embellir. On n'a pas le droit de les frotter avec un tissu. Pour les rendre lisses ou les tzatzichan pour les faire briller. Mais ce qu'on a le droit de tashin, Rashi nous dit, donc tashin c'est shafin, donc frotter avec un tissu. Continue la Braïta, on n'a pas le droit de les refroidir avec de l'eau froide afin de les durcir. Rashi nous dit, on n'a pas le droit donc de les refroidir. Les acharesek, après qu'on a allumé ce four ou ce double four d'eau, on n'a pas le droit de refroidir leur shalom avec du froid, les chasfan pour les durcir, car en effet, ils se deviennent durs, ils durcissent par le froid. Et tout cela qu'on vient de toutes ces interdictions-là, avec tout ça, c'est parce qu'on est en train d'arranger l'ustensile ici. Tu es en train d'arranger l'ustensile, c'est que tu es en train de rendre lisse, en train de l'embellir, en train de l'enduire avec de l'huile, ou bien pour le frotter avec un tissu, ou bien quand tu es en train de le refroidir. Mais si on veut le refroidir pour cuire, c'est permis. Rashi me donne une précision sur ça, qu'est-ce que ça veut dire. Ve'im lehafiga, si vous le refroidir, bishul lafot, pour cuire, c'est-à-dire, chez Rouskouar, il a déjà allumé son feu, et il est très très chaud maintenant. Et il craint que le pain, son pain va brûler. Moutar, c'est permis de le refroidir. Alors ici, me souvenir, donc on parle que la personne a commencé à allumer ce feu-là donc avant Shabbat, et maintenant il veut le refroidir maintenant, ou bien plus simplement, voilà, fait référence à Yom Tov et pas à Shabbat. Très bien, c'est plus simple de dire comme ça. Donc ça, on parle ici, donc on est Yom Tov, et pendant qu'on est Yom Tov, il a chauffé comme ça pour faire son pain, et après comme ça il veut mettre de l'eau dessus, eh bien c'est interdit. Ok, continuons encore donc des braïtot qui vont nous donner donc des halachot en ce qui concerne donc Yom Tov. Tanoraban, ça j'ai enseigné dans une braïta. Molgim et tarosh v'tarelay, on a le droit de débouillanter la tête et les pattes d'un animal. Donc avant de cuire la tête ou les pattes d'un animal, on verse dessus de l'eau bouillante pour enlever les poils. Et c'est considéré comme une mlacha, parce qu'on est en train de préparer la nourriture. Donc on a le droit, ici le chidush ici, qu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non. On peut les roussir, les poils avec du feu, c'est-à-dire que comme ça, pour se débarrasser des poils, comme ça, on fait passer le feu, pas un grand feu, comme ça, juste comme ça, un petit feu qui fait brûler les poils. On n'a pas le droit de le recouvrir avec du charsid. Charsid, c'est une sorte de chaux qu'on se sert pour enlever les poils, comme Rashi nous dit maintenant, pas comme Rashi nous dit, mais Rashi nous dit, on ne met pas donc du chaud pour enlever les poils, comme ça, donc les Abdal tanneurs, comme ça ils font. Donc ça c'est interdit de faire. Puis, avec de la terre, ni avec de la chaux. On n'a pas le droit de les tondre avec les ciseaux. Que ça, il y a précision ici, parce qu'il donne l'impression qu'il a besoin des poils qu'il est en train de couper ici. On ne peut pas dégrossir un légume avec ces ciseaux. Alors, Rachel dit c'est des ciseaux spéciaux. Évidemment, Rashi déjà nous dit qu'on parle des légumes ici qui sont déjà détachés. Ils ne sont pas rattachés au sol, parce qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, mais ils sont déjà détachés du sol. Chez Rashi Alin, on les a détachés la veille de Yom Tov, mais il y a littéralement des têtes de feuilles, donc il y a des feuilles que Nirkavin qui ont pourri, ou Mouchin, ou bien qui ont fané. Il y a un gozimot un petit sport, et on n'a pas le droit de couper ces feuilles-là avec le ciseau habituel. Quel ça veut dire le ciseau habituel? Chez Gozimba Minamochouba, qu'on coupe
lorsque c'est rattaché au sol. Pourquoi? Demande des chazes, parce que celui qui voit ça, il pense, chez l'Iktanayov, tiens, il les a ramassés, il les a accueillis aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le couper avec le même ciseau. Mais on peut préparer le kunda, c'est la kaviot. Rachid va nous dire qu'il s'agit donc de certains légumes, donc kundas la kaviot. Donc mineye rakoten, c'est de sorte de légumes. Chez Yesh Torah Betikunan, tu demandes, ils exigent beaucoup d'efforts pour leur préparation. Eh bien, on nous dit qu'on a le droit de les préparer pendant Yom Tov. Et on peut faire un feu et cuire dans un fourneau. Alors ce fourneau, il est spécial surtout donc par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, comme Rashi nous dit que fourni, tanurim shelanu, c'est nos fours à nous, hagdolim qui sont grands, piem betsidam, l'ouverture elle est sur le côté, contrairement à ce qu'il y avait à l'époque, que l'ouverture du four donc était au-dessus. Et le chidush ici, on ne dit pas, ça demande beaucoup d'efforts, parce que c'est un grand four, s'il a beaucoup de nourriture, il a beaucoup d'invités, il a besoin de beaucoup de nourriture, de l'osagel betanor, et que le four habituel, le petit four n'est pas suffisant, on dit qu'il a le droit d'utiliser ce grand four. Mais on peut chauffer de l'eau dans un tichi. Donc un tichi, c'est un très grand ustensile dans lequel on fait de l'eau chaude. Et l'eau chaude peut rester chaude là-bas longtemps. Et on nous dit qu'on a le droit de mettre là-bas de l'eau chaude, bien que quelqu'un risque de penser qu'il est en train de garder de l'eau chaude pour plus tard, après Yom Tov, comme on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Par contre, on n'a pas le droit de cuire avec un grand fourneau qui est neuf, Shemati paraît de peur qu'il va se fendre, parce qu'il n'a jamais été chauffé, donc il va pouvoir se fendre à la première utilisation, et il aura fait des efforts qui ne sont pas nécessaires pendant Yom Tov, que Rashi nous dit. Shemati paraît à l'idée chez Chadash, vu qu'elle est nouvelle, il s'avère qu'il a fait des efforts chez le Tzor, alors que ce n'était pas nécessaire, utile pour Yom Tov. On va conclure avec deux braïtas. Tanura Bana, les sages enseignent dans une braïta, on ne peut pas souffler un feu avec un soufflet, donc parce que ça ressemble au geste de l'artisan qui a accompli son travail, comme Rashi nous dit, qu'un offre mapo de merzekouman, il donne l'impression là ici comme un artisan, au semlach qui est en train de faire son travail. Par contre, aval d'offre bishfoferet, on peut souffler avec un tube, parce que l'artisan il n'a pas l'habitude de servir d'un tube pour attiser le feu, donc faire d'une telle manière, ce serait permis pendant Yom Tov. Et on n'a pas le droit de réparer une broche le jour de Yom Tov. Rashi, dans ces cas-là, si on dit qu'on n'a pas le droit de réparer une broche, donc Rashi nous dit, Dloke Rabbi Yehuda, c'est pas qu'on a vu de Rabbi Yehuda qu'on avait vu dans ta frafret, que Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de préparer marchir et ochel nefesh, ce qui est une préparation pour la nourriture ici, il a besoin de sa broche pour faire sa grillade. On dirait, bon ça va, il peut préparer sa broche d'après Rabbi Yehuda, c'est un marchir, quelque chose qui prépare le ochel nefesh. Rabbi Yehuda il permet. Alors Rashi nous dit que d'après ça, la braïta, elle va pas d'après Rabbi Yehuda, mais Rashi nous dit après, inami. On peut trouver aussi une solution, inami, ou bien on peut dire aussi que ça va d'après Rabbi Yehuda. Comment ça? Ben nirtzamer Yom Tov. Dans le cas où cette broche-là, elle s'est abîmée, sa pointe a été perdue la veille de Yom Tov, le divrei akol, d'après ça, ça va d'après tout le monde, d'après tout le monde. Parce que même Rabbi Yehuda, il dit que tu as le droit de faire le marché et ochel nefesh uniquement si tu ne veux pas le faire la veille de Yom Tov. Mais si la veille de Yom Tov, tu avais la possibilité de préparer cet ustensile-là, juste toi, tu ne l'as pas fait par flemme ou quelle que soit la raison, eh bien, quand ça arrive Yom Tov, Rabbi Yehuda, il va t'interdire. Donc Rashi nous dit, on peut dire ici que la braïta, quand on dit venmetak, chafoud, qu'on n'a pas le droit de réparer une broche. On parle d'une broche qui s'est cassée la veille de Yom Tov, c'est abîmé la veille de Yom Tov, toi tu veux l'arranger aujourd'hui. Et même Rabbi Yehuda va t'interdire, donc divrei akol, c'est Rabbi Yehuda et Chachamim, qu'évidemment, ils disent qu'on n'a pas le droit de préparer marcher le ochel nefesh. Puis, on n'a pas le droit non plus de l'aiguiser. Après, dernière braïta, Tanuraban, ça j'en sais dans une braïta, elle me fatsim et takane, on n'a pas le droit de fendre un roseau litsobom maliar afin de servir pour rôtir un poisson salé. On a déjà appris dans le passé cette notion-là, que lorsqu'il faisait rôtir, griller un poisson, donc il y a une grille donc il y avait comme ça des fentes, comme on a dans nos fours, comme ça, comment ça s'appelle ça? En tout cas, donc, c'est pas entièrement plat. Le feu, il peut passer comme ça, atteindre la chose qui est en train de cuire. Et pour pas que ça va toucher directement la chose qui est en train de cuire, en l'occurrence le poisson, pour pas qu'il va griller, ce qu'on appelle le maliach, le salé, donc le poisson qui est salé, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On met quelque chose entre le gris et le poisson. On peut mettre plein de sortes de choses, on avait appris du papier ou des choses comme ça. Eh bien ici, on parle donc de mettre un roseau. Alors quelqu'un n'a pas le droit de... On a le droit, on ne doit pas faire. En fait, on n'a pas le droit de fondre un roseau pour griller le poisson salé le jour de Yom Tov. Aval. Mais est-ce qu'on a, oui, le droit? D'abord, Rachel, facile, mais on n'a pas le droit de fendre le roseau, la tête krumiyota, pour mettre donc ces morceaux de roseau
Tachat hamaliach, sous le poisson salé, à la askala, sur le gris, chez Osekli, parce qu'il est en train de faire un ustensile, de Chol midi de Avidish Tameshbo, parce que toute chose qu'il fait pour pouvoir s'en servir, donc ici, il est en train de prendre un roseau, le couper en morceaux pour s'en servir, Havetikun Kli, c'est faire, être betakel, arranger, faire un ustensile. En revanche, la Braïta nous dit, Aval mefatim et taegazumbat, on peut fendre une noix dans un tissu, Ven Choshem Shematikar, on ne craint pas que le tissu se déchire. Rashi, Ven Choshem Shematikar, on ne craint pas qu'il va se déchirer, parce que va Filoudikat, parce que même s'il va se déchirer, Loïch Patlan, ça ne nous dérange pas. De Enze Koré, Almanat Litva, parce qu'il n'est pas en train d'essayer de déchirer pour recoudre après. Et bibliquement parlant, ce qui est interdit, c'est lorsque tu déchires pour recoudre après. Conclure avec une halakha, dans l'idée de ce qu'on a vu, qu'on n'a pas le droit de faire une nouvelle, cette huile-là, faire un essai sur cette huile-là le jour de Yom Tov, eh bien, dans cet esprit-là, un Moël, quelqu'un qui sait faire la Mila, il a appris à faire la Mila, il n'a pas fait encore de Mila jusqu'à présent, il ne peut pas faire de Mila la première Mila, le jour de Shabbat, il doit faire un essai de faire sa première Mila en jour de semaine. Conclure avec un sujet de Chassidut qui va dans l'esprit de ce qu'on a dit, bien que ce n'est pas exactement la même, c'est pas littéralement ce qu'on est en train de dire ici, c'est plus en mode Farbringen, mais on a vu que si quelqu'un il a amené le feu, après l'autre il a amené le bois, et après l'autre il a amené ci, ça, Kulam Chayav, ils sont tous Chayav, pourquoi? Parce qu'ils ont tous fait une mlacha. On voit ici l'idée que chacun dans ce monde-là, il est en train de faire une dira betartonim, une demeure à Kadosh Baruch, ou chacun dans, c'est quoi faire une demeure à Kadosh Baruch? Chacun dans l'endroit où il se trouve, il est en train de faire quelque chose. Lui, il a fait une action, lui, il a fait une action, lui, il a fait une action, etc. Des actions qu'a priori, on peut dire que ça n'a pas de rapport l'un avec l'autre. Mais on nous dit que chacun d'eux, ils font quoi? Ils font une dira betartonim, ils font une demeure à Kadosh Baruch, parce que chacun d'eux, il a fait la part que lui devait faire. Donc on voit que chacun il a fait autre chose, mais toutes les choses sont reliées. Alors c'est vrai ici, c'est clairement c'est relié parce que celui qui a mis le feu, après tout ce qui va venir après, ils vont être hayav, mais ça va aussi dans le sens chassidique qu'il faut d'abord mettre le feu, il faut d'abord mettre la chaleur et éveiller la neshama du juif. Quand on éveille la neshama du juif, après tout ce qu'il a fait, alors c'est considéré une action. S'il n'y a pas le feu avant, il peut y avoir plein de belles choses, mais ça manque de chassidout, ça manque de feu, eh bien, c'est pas considéré quelque chose qui a été fait. Ma shiachna, une excellente journée.